Pour commencer, vous allez peut-être nous expliquer en fait comment est née cette initiative. Je vous laisse en parler, ce sera aussi bien. Je veux bien commencer. Euh, en fait, bah, c'est un gros ras-le-bol. Euh, Initialement, c'est l'annonce du président de la République de vouloir en finir avec l'école à la maison. Quand j'ai entendu ce discours où il déclarait que l'école à la maison était source de problèmes et qu'il fallait en finir parce que il y avait un lien entre ceux qui pratiquaient l'instruction en famille et puis le terrorisme islamiste ou des choses comme ça. C'était au mois d'octobre dernier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait à peu près 20 ans, ça fait un petit peu plus de 20 ans que les parents qui instruisent leurs enfants en dehors de l'école euh, subissent sans cesse, continuellement, des assauts de la part du législateur euh, pour être de plus en plus contrôlés. Alors, dans l'absolu, on se dit, bah, plus de contrôle, c'est mieux, vous ne trouvez pas? C'est vrai qu'autrefois, c'était très, très, très peu cadré. Euh, mais en même temps, c'était cohérent avec les libertés qui nous étaient garanties constitutionnellement de pouvoir choisir la méthode, euh, la pédagogie, euh, le style de vie adapté à ces choix pédagogiques. Et effectivement, à force de vouloir contrôler davantage et cadrer davantage, eh ben, le choix pédagogique, la liberté éducative s'est retrouvée de plus en plus limitée, rétrécie, orientée d'une certaine manière. On s'est vu imposer, comment dire, un socle commun de connaissances. Là encore, on se dit, bon, bah, dans l'absolu, c'est plutôt bien qu'il y ait un socle commun de connaissances. Après tout, l'État est là pour garantir le droit à l'instruction de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que l'instruction? Bon, bah, on va définir que c'est un ensemble de connaissances et de compétences que tout le monde devrait avoir. Euh, a priori, on se dit que c'est une bonne idée. Mais si le socle commun, le tronc commun voilà, de compétences et de connaissances demeure un horizon de référence auquel on peut se reporter si besoin, euh, comment dire, oui, si ça demeure un horizon, et que par ailleurs on conserve notre liberté de comment dire d'adapter un petit peu à nos choix de vie et notamment au choix de l'enfant finalement parce que dans un modèle où le socle commun est imposé à l'enfant, l'enfant n'a plus son mot à dire sur ce qu'il a envie de faire. Donc petit à petit les libertés sont de plus en plus grignotées puisqu'elles sont soumises à différents formats, un carcan. Et puis, ça n'a pas cessé. Finalement, de l'aveu de notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, nous sommes arrivés à un équilibre. Ils sont très contents. Donc, en réalité, le dispositif existant pour contrôler l'instruction en famille est non seulement amplement suffisant du point de vue donc, des institutions, mais en plus, il est même carrément plutôt en la défaveur des parents qui instruisent en famille. Et Jean-Michel Blanquer l'admet lui-même. Alors, du coup, j'ajoute aussi que peu de temps avant, à la rentrée précédente, on avait eu droit à l'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire. Alors là, moi je trouve qu'on touchait le fond, enfin, c'était déjà pas brillant avant, d'imposer tout ce carcan. Mais alors, avec l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, on se demandait, qu'est-ce que ça signifie concrètement l'instruction pour un enfant de 3 ans? Et là, boum, en fait, on va en finir avec l'école à la maison. Ça restera possible sur certaines conditions extrêmement limitées. Au départ, il était évoqué uniquement des conditions de type maladie, sport de
pratique intensive d'un instrument ou d'un sport. Hein. Je ne me rappelle plus très bien s'il y avait la musique là-dedans ou les arts, enfin peu importe, mais il y avait le sport. Et là c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, hein, parce que jusqu'où on allait subir cette espèce de durcissement en fait du contrôle. Et c'est comme ça que moi j'ai contacté tout un tas d'amis, de camarades, de luttes, de personnes avec qui je travaille ou avec lesquelles on lutte à peu près sur les mêmes idées, à savoir la défense notamment la défense des droits des enfants. Et nous avons décidé ensemble de créer ce collectif et cet événement-là dont on voulait qu'il se poursuive sur la durée. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement de 3 week-ends de visioconférence, hein, enfin de live, mais également, alors il s'agissait de réagir à chaud à l'actualité, c'est-à-dire de rédiger ce livre blanc qui serait une synthèse de toutes les idées innovantes en éducation qui, faut quand même le dire, émanent le plus souvent de la part d'initiatives citoyennes et pas de l'éducation nationale. Hein. Donc, nous, on en avait un petit peu assez d'abord que l'éducation nationale se constitue, enfin se positionne à la fois comme juge et partie de ce que doit être l'instruction. Et surtout qu'à côté de ça, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant qui était proposé. L'école publique va mal, ça c'est bien connu, je ne suis pas en train de dire un scoop. Les initiatives pédagogiques sont systématiquement, on leur met des bâtons dans les roues. Dans cette loi évoquée, dans les propositions évoquées par Emmanuel Macron d'en finir avec l'école à la maison, il s'agissait aussi d'en finir ou en tout cas de serrer la vis aux écoles hors contrat. Donc là aussi, hein, les écoles hors contrat qui sont des lieux d'expérimentation et d'innovation pédagogique. Et donc ce livre blanc était censé un petit peu… nous, on avait envie de leur dire regardez où on en est, nous, parce que nous, on n'a pas attendu après l'éducation nationale et après l'État et après les institutions pour proposer quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment pertinent pour nos enfants. Et d'où l'existence du forum aussi. On voulait inciter le plus de personnes possible à venir, parler de leurs expériences, de ce dont ils avaient envie. Il y avait vraiment une vocation citoyenne à ce mouvement-là et pas uniquement de proposer des lives où on ferait parler des gens. C'était une espèce de produit d'appel, hein, les lives. Mais notre objectif, c'est que tout ça se poursuive dans le temps. C'est pour ça qu'on a voulu… continuer à proposer de nouveaux entretiens en live comme ça et de nouvelles actions en fait en lien pour continuer à faire vivre cette initiative. L'idée étant que vraiment l'éducation, ça appartient à tout le monde, c'est une question qui appartient à tous les citoyens, à tous ceux qui sont acteurs bien sûr, mais à tous ceux qui sont concernés, qui sont les usagers du système éducatif, hein, ou en tout cas qui sont qui sont soumis à qui ont ce droit-là à l'éducation, donc les enfants, mais en réalité même les adultes. Pourquoi est-ce que les adultes n'auraient pas droit à l'éducation? Et c'était un petit peu ça, voilà. C'est emparons-nous de la question de l'éducation. C'est trop important pour la laisser aux mains des politiques. Voilà. Je ne sais pas si mes copines veulent rajouter des choses. Micro. Pardon. Oui, c'est drôle parce que tu me tends une super pêche parce que tu dis soumis au droit d'être instruit. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir ce glissement entre le droit à l'instruction, le droit à être instruit, et l'obligation d'instruction. Et tu parlais de ras-le-bol tout à l'heure, Dali, c'est ça, c'est que lentement, ça glisse vers, d'un droit tout à fait légitime, ça glisse vers une obligation de plus en plus encadrée. Et du coup, où est le droit, qu'est devenu ce droit des enfants, en fait? Et c'est pas seulement… C'est-à-dire que les parents ont l'obligation d'instruire,
Mais finalement, c'est les enfants aussi qui ont l'obligation d'être instruits, de répondre au niveau, aux demandes de l'éducation nationale, dont on se passe pourtant. On leur dit, c'est bon, on n'a pas besoin de vos services, mais pourtant, c'est à eux qu'on doit rendre des comptes. Donc, j'avais envie d'apporter cette petite précision. Tu parlais aussi de choix individuels. C'est un sujet qui est passionnant, donc celui de l'éducation, l'accompagnement des jeunes personnes. C'est que, et c'est ce qui est ressorti un peu dans les échanges qu'on a eus au cours des lives des États généraux, c'est que c'est à la fois quelque chose de très politique et à la fois quelque chose de très intime, parce que ça relève de la relation qu'on a avec nos enfants, ça relève des choix de vie qu'on fait. Et du coup, je vais sur autre chose, c'est l'origine de ce projet de loi. Alors certes, ça fait pas mal d'années que l'instruction en famille est voilà, de plus en plus contrôlée, etc. Mais là, en l'occurrence, on avait vraiment le sentiment que même si voilà, il y a cette volonté d'avoir le contrôle sur les familles qui font le choix de ne pas mettre leurs enfants à l'école, à la base, c'est donc une loi contre les séparatismes, je ne sais plus comment elle était appelée à l'origine, je ne me souviens plus, bref, de l'appellation exacte, mais en tout cas, on était un peu à un dommage collatéral en fait. On n'était pas les premiers visés. Les premiers visés, c'est ce que les politiques avaient dans la tête, l'image qu'ils avaient dans la tête de ce que ça pouvait être les familles qui n'instruisent pas, quel lapsus, qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Et donc, en premier, des gens radicaux, des gens qui représentent un danger pour la société, qui vont faire des enfants qui eux-mêmes vont plus tard représenter des dangers, qui se séparent, etc. Et en fait, il y a eu une vraie mobilisation des familles, des associations, voilà, avec, pour beaucoup, en tout cas pour notre part, on a essayé de le faire, j'espère qu'on a réussi, de ne pas oublier qui étaient les premiers visés de cette loi et d'être solidaires dans ce combat-là, mais bien évidemment qu'on avait tout à fait en tête parce qu'on en a eu des échanges avec les politiques et tout ça. Et parfois, on a eu des réponses du genre « Non, mais vous inquiétez pas, pour vous, ça sera bon, vous pourrez continuer l'instruction en famille. » Ça, c'est juste pas du tout ça qu'on veut comme réponse, en fait. Parce qu'on a parfaitement conscience que si tu pratiques la religion musulmane et que tu fais l'instruction en famille, quand l'inspecteur débarque chez toi, c'est pas la même pression, c'est pas pareil. Est-ce que tu dis que tu pries pas? Est-ce que tu montres ce que tu as accroché au mur et tout? Et on a ces témoignages-là et c'est hyper intrusif. Donc, ça revient à cette question de l'intime et du politique. Et voilà, donc ça, j'avais envie de parler de ça. Et dernière petite chose, une petite introspection. Il y a eu effectivement ce ras-le-bol. Et je pense que comme beaucoup de mouvements militants, on a aujourd'hui tendance à faire l'erreur d'être plus dans la réaction par rapport aux annonces et aux réformes que lance le gouvernement. Et peut-être que ça a été le moment de la prise de conscience parce qu'on a toujours voulu faire des choses et puis finalement on est pris dans nos vies, en plus on s'occupe de nos enfants, etc. Mais il y a eu cette prise de conscience de bon, il faut vraiment qu'on aille creuser les sujets. Ok, on réagit à ce truc-là, mais il faut que ça aille au-delà de ça. Et ça a été vraiment notre démarche au départ. C'était une critique radicale, pas dans le sens où l'entendent certaines personnes quand on est des radicaux et tout ça, mais dans le sens de revenir à la racine et que tant qu'on va à la surface des problèmes, on ne sortira pas, on trouvera pas les bonnes solutions. Et ce que prétend défendre le gouvernement et finalement, c'est des très bonnes intentions. Les mots, on est tous d'accord. L'intérêt supérieur de l'enfant, les droits de l'enfant, la place de l'enfant, son respect, tout ça. Mais on n'a pas du tout la même image de la mise en pratique, de comment vivre ça, en fait. Et j'ai perdu le début de ma phrase. Mais c'est pas grave, je suis sûre que vous avez saisi le sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Du coup, je m'arrête. Alors, je veux bien rajouter deux choses en réaction à ce que vous avez dit toutes les deux. La première chose, c'était sur l'intime. J'ajoute que l'apprentissage est un acte intime.
quand on a eu la chance d'être un parent et de voir nos enfants, en leur foutant la paix, gérer par eux-mêmes leurs apprentissages, c'est difficile à expliquer, mais vous voyez le moment où il y a des trucs qui se passent, et puis à un moment donné, il lève le regard vers vous, et vous voyez dans son regard que là, il y a eu un truc d'intégré. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, mais il s'est passé un truc qui fait qu'il passe au stade d'après avec une nouvelle question, etc. Et c'est en ça que c'est intime. C'est-à-dire ça se passe là, dans son corps, dans sa tête, dans sa façon d'évoluer, d'être et dans l'environnement dans lequel il est. Donc, c'est important, à mon sens, de respecter cette intimité dans l'apprentissage. C'est en interférant le moins possible, mais en étant disponible pour eux lorsqu'ils en ont besoin, qu'on peut, à mon sens, les accompagner le mieux possible. Je voulais également ajouter à la dimension politique et ras-le-bol le fait, et la réponse que tu disais, Stéphanie, sur le fait que les politiques nous répondent, mais vous inquiétez pas, pour vous, c'est pas... ça sera bon. Moi, personnellement, j'en ai rien à péter. Mes enfants, ils sont au-dessus de l'âge de l'instruction obligatoire. Ils ont tous les deux plus de 16 ans. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je viens foutre là-dedans, franchement, hein? Je n'ai pas d'autre chat à fouetter. Ben, non, enfin oui, peut-être, mais peu importe. Pour moi, c'est une cause qui me touche et qui continuera de me toucher. Ce n'est pas parce que je n'ai pas des enfants qui aujourd'hui sont impactés par ce projet de loi que ça veut dire d'abord que je n'aurai pas des petits-enfants, que je ne me bats pas aussi pour les enfants de mes enfants, mais que je me bats pour l'humanité. Enfin, pour l'humanité, mais je veux dire pour tous les enfants. Et c'est là où les Aigleux, pour moi, ont pris un sens très, très important. C'est le côté militantiste et surtout la place qu'on a laissée aux enfants. Et parce que c'est important qu'eux aussi, ils expriment ce qu'ils ont à dire, qu'ils puissent prendre cette parole. Et on a accueilli sur différents plateaux des enfants plus jeunes. Alors, ce n'est pas toujours facile avec des plus jeunes, hein, forcément, en live, etc. Mais on a accueilli aussi des un peu plus âgés, certains qui sont déjà dans la vie active, etc. Et c'était... Enfin, je ne sais pas ce que vous en aviez pensé, Dali et Steph, mais moi, je me suis régalée juste à les écouter parce qu'on sentait qu'ils prenaient la mesure de ce dont on allait priver les enfants et qu'eux, ils avaient eu la chance d'avoir. Et c'est extraordinaire la lucidité avec laquelle ils abordent tout cela et aussi l'enthousiasme intact qui est resté dans chacun de ces enfants qui ont été, pour la plupart, accompagnés très largement en famille. Globalement, on aurait aimé que plus d'enseignants rejoignent notre initiative. On aurait aimé que plus d'enfants rejoignent l'initiative. Nous avons eu pas mal d'enfants. Nous avons eu un Discord qui leur était réservé. Alors, un Discord, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de discussion sur la plateforme d'échange qui s'appelle Discord. Drôle de dénomination hein, pour quelque chose qui est fait pour coordonner des gens. Mais voilà, donc les jeunes personnes, deux jeunes personnes, comment dire, nous ont soutenus à la technique, enfin sur différents aspects dans l'organisation de ces états généraux. Et nous aurions vraiment aimé avoir encore plus de jeunes personnes, et notamment des jeunes personnes qui sont à l'école. Parce que nos enfants instruits en famille, retournant librement à l'école, ou pas, mais en tout cas, comment dire, ayant la possibilité éventuellement de ne pas y aller, enfin, pour eux, enfin, la perspective est différente de celle d'un enfant qui, depuis qu'il est tout petit, va à l'école et à qui on répète que l'école est obligatoire. Parce qu'il faut savoir qu'encore aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un chiffre sûr, mais à mon avis, 70% des personnes interrogées dans la rue pensent que c'est l'école qui est obligatoire. Et ce qui était génial, c'est que quand quand Emmanuel Macron a fait son discours, ce qui était trop drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui ont appris que l'école n'était pas obligatoire en même temps qu'ils apprenaient, en fait, ça ne va plus être possible.
Et moi, je trouvais ça trop drôle, en fait. Parce que, effectivement, c'est pas l'école qui est obligatoire. Et du coup, dans cette annonce, je pense que pour beaucoup de gens, c'était… Mais... Alors, je ne sais pas si l'IEF a bénéficié d'un effet stressant, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on critiquait l'instruction en j'ai dit IEF, hein, c'est le sigle qu'on utilise habituellement pour instruction en famille. En même temps qu'on critiquait l'instruction en famille, finalement, on la faisait connaître davantage. Hein, c'est ce qui s'est passé, je pense. On a eu une couverture médiatique assez intéressante. Hein. Le travail, les initiatives et les actions se sont multipliées et extrêmement diversifiées. Alors, il y a eu les associations historiques, hein, les enfants d'abord, libres d'apprendre et d'instruire autrement, les collectifs de type Félicia, Enfance libre, je suis désolée si j'en oublie, hein, mais chaque association, alors les associations se sont coordonnées, c'était un formidable travail d'équipe, mais il y a eu des initiatives individuels ou de groupes et de collectifs hors association. Et il y a eu des portraits qui ont été faits, il y a eu des vidéos, et vraiment c'était très très chouette. Donc on a eu une belle couverture médiatique, c'est vraiment ce dont on avait envie. C'est de faire connaître davantage l'instruction en famille et notamment montrer que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas réservé à des bobos ou à des choses comme ça. Il y a une enquête qui a été faite par Félicia, corrigez-moi les filles si vous vous en souvenez, qui a montré en fait que les classes, les CSP+, hein, les classes socio-professionnelles élevées ne représentaient finalement que moins de 20% de l'ensemble des populations, enfin de la population des parents qui instruisaient en famille, c'est-à-dire grosso modo le pourcentage qui est celui de la société française. Vous voyez ? Donc finalement, la diversité culturelle du milieu de l'instruction en famille est représentative de la diversité culturelle française. Moi, j'ai trouvé ça absolument réjouissant. Donc, je reviens à ce que je disais à propos de l'école obligatoire. Voilà. Donc, plein de gens pensaient que l'école était obligatoire, et donc là, on apprenait que c'était l'instruction qu'il était. Et je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, c'est très embêtant. Si vous m'aidiez, peut-être, mais il y avait un lien. Oui, Stéphanie. Ben, je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais, mais on peut faire une… Du coup, je fais une petite parenthèse parce que tu parlais de la couverture médiatique. Oui. Et en fait, on a été qualifié, je crois, par le Café de pédagogique, mais bon, on s'en revendique, je pense, sans problème. On est un peu la branche libertaire de l'instruction en famille. Et le lobby. Cette couverture… Comment ? Le lobby des libertaires de l'IEF. Non, mais à propos de cette couverture médiatique, c'est quand même très intéressant parce que moi, je comprends qu'on aille étape par étape, que chacun doit cheminer et voilà, des choses un peu alternatives, il faut un peu de temps pour l'intégrer. Mais quand même, globalement, cette couverture médiatique, à la fois, elle montre l'instruction en famille, elle en parle, mais en même temps, il faut rester quand même dans les clous. Et souvent, on a besoin, enfin, les journalistes et parfois même les familles en instruction en famille préfèrent qu'on montre cet aspect-là, l'aspect de on a une petite salle Montessori chez soi, il y a maman qui s'occupe des enfants, papa est là aussi, oh chouette, il les voit un peu plus que les machins. Et puis on fait un peu des cours à la maison, et puis on a du matériel, etc., etc. Et ce qui est super, hein, moi je sais que plus jeune, j'admirais ces mamans qui non seulement faisaient l'instruction en famille, ce que je trouvais déjà balèze, mais en plus elles fabriquaient tout leur matos et tout ça. Enfin, et c'est beau, mais non pas toutes, hein, non pas toutes. Mais voilà, c'est juste par rapport à cette couverture médiatique, ce que je trouve intéressant de relever, c'est qu'il y a quand même toujours ce besoin de rassurer, de conforter dans le fait que oui, c'est très bien qu'il y ait une instruction obligatoire,
que si on commence à remettre en question cette idée d'instruction obligatoire, on va vite vers des trucs, oui, mais alors c'est quand même mieux ça que plutôt que les enfants travaillent. En fait, on va donner des exemples où les enfants sont exploités, sont dominés, sont maltraités. Et la solution serait l'école. Alors, que les enfants soient informés de leurs droits, que la violence éducative soit identifiée et qu'ils puissent utiliser les armes, les outils, le soutien, un cadre institutionnel pour être défendu et tout ça, mais bien sûr, à fond. Mais d'essayer de brandir que l'école, c'est à l'exclusivité, en fait, de protéger les enfants. En plus, il y a un petit flou entre l'école, parce que est-ce qu'on parle de l'école dans l'idée générale de l'école, ou est-ce qu'on parle de l'école publique, pardon. Et ce qui est très drôle, c'est que très souvent, on va beaucoup défendre l'école publique. Petite parenthèse, il y a plein de profs absolument géniaux, ne mettons pas ça en doute. Mais au niveau du système qu'ils représentent, c'est quand même drôle, parce que tous ces gens-là qui décident à notre place, qui nous disent comment on doit faire les choses, eux ne mettent pas leurs enfants à l'école publique pour la plupart. Donc, c'est quand même franchement gonflé, quoi. De la même manière qu'ils vont au restaurant alors que tout le monde n'a pas le droit d'y aller. Hein. Voilà. Bon, là, tu digresses, mais… J'ai trouvé mon idée tout à l'heure. Ok, mais voilà. Donc, juste ouais. sur cette idée que… Enfin, nous, pendant cet événement des États généraux, on est vraiment venu aussi questionner cette obligation d'instruction. Et comme disait Victorine tout à l'heure, les enfants apprennent dès tout petit, on voit bien qu'ils ont envie de comprendre les codes, de faire comme nous, etc. Il y a eu aussi une expérience géniale qui a été faite en Inde, l'histoire du trou dans le mur, donc avec un ordinateur laissé à disposition d'enfants qui n'avaient pas d'instruction, qui ne parlaient même pas anglais dans certains endroits. Et il a observé comment les enfants apprennent à utiliser l'ordinateur, et puis ils sont en groupe, et finalement… Et il y en a plein des exemples comme ça, quand on fouille un petit peu dans les gens dans les écrits des personnes qui se sont penchées sur la question. Et c'est dingue, cette incapacité à entendre ça. Et ce qu'on a fait aussi très fortement comme lien, bien évidemment, c'est la société dans laquelle on vit, le système économique dans lequel on vit. Et il faut arrêter de se voiler la face sur ça. Et on ne pourra pas remettre en question et trouver des solutions correctement si on ne voit pas la réalité de ce qu'est l'école aujourd'hui, en fait. C'est plus celle qui sort les enfants des usines, soi-disant, ou c'est plus ça, en fait. Il y a vraiment un lien très fort entre le monde dans lequel on vit et l'école. Et donc, ce n'est pas à coup de réformettes, comme on aime bien dire, et de choses comme ça qu'on pourra revenir sur le fond de la question. Et c'est vraiment quel projet de société on veut. Et ensuite, ça apporte des conséquences sur les enfants, sur la vie qu'on leur propose, etc. Et ça, voilà, c'était vraiment très, très important pour nous. Dali, je te laisse la parole si tu veux reprendre ton fil de tout à l'heure. Oui, non, je n'ai pas de fil à reprendre. Simplement, je m'attristais du fait que plus d'enfants ne connaissent pas leurs droits. Tu disais tout à l'heure, il faudrait que les enfants connaissent leurs droits. Alors, souvent, de plus en plus, il y a de plus en plus d'enseignants, et puis il y a des activités qui sont organisées au sein de l'école publique sur la Convention internationale des droits des enfants. Donc, on informe les enfants de leurs droits. Néanmoins, j'ai le sentiment que cette Convention internationale des droits des enfants, qui est très importante, qui a le mérite d'exister, qui symbolise un autre échec dont on pourra éventuellement parler tout à l'heure, mais en tout cas qui a ce mérite-là d'exister, c'est le minimum requis, c'est la moindre des choses. Voilà.
cette convention énonce la moindre des choses qui est due aux enfants. Mais elle pourrait aller plus loin. Finalement, elle demeure sommaire. On peut décider de s'en tenir à elle, au minimum requis, ou on peut la tirer vers le haut. On peut en exiger davantage. On peut devenir exigeant sur ce que c'est que le droit au bien-être ou à des notions de ce genre-là. Et notamment, on peut ajouter à cette convention la dimension que finalement, c'est l'enfant qui lui-même détermine, parce qu'il est doué d'une sensibilité et d'un libre arbitre et d'un jugement, de ce qui est bon pour lui et ce qu'il a envie de faire. Et par contre, on n'est vraiment pas sorti de ce carcan-là, de cette domination adulte, qui est une domination, qui est une domination éducative, selon laquelle l'enfant n'est pas capable de déterminer, de décider pour lui-même de ce qui est bon pour lui et qu'il faut qu'un adulte le fasse à sa place. Et typiquement, le droit à l'éducation, qui est inscrit dans cette CIDE, cette Convention internationale des droits des enfants, il est réduit non seulement au droit d'aller à l'école, mais carrément interprété dans différents États, dont l'État français, en la France, comme une obligation d'aller à l'école et de s'instruire, étant entendu que les nouvelles dispositions législatives qui encadrent l'instruction en famille et l'instruction en général, c'est-à-dire le code de l'éducation, vont dans le sens d'une scolarisation de l'instruction. C'est-à-dire que l'instruction, l'éducation est réduite à l'instruction. Voilà. On aurait pu imaginer que l'éducation, si on prend la définition de Robert, du Robert, l'éducation, c'est l'ensemble des moyens matériels et non matériels mis en œuvre pour assurer le développement des personnes. Alors, on voit déjà que ce terme ne concerne pas que les enfants, mais absolument tous les humains, et d'une définition extrêmement large, on passe à une définition extrêmement réduite qui est celle de l'instruction. L'instruction est un terme, par ailleurs, que moi je juge extrêmement violent et qui a quelque chose d'intrusif. Et ce n'est pas juste une similitude entre les termes d'un point de vue phonétique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intrusion dans le fait de définir un programme et de l'appliquer à tous, sans distinction, et notamment sans considération pour les capacités intellectuelles de chacun, les capacités physiques de chacun, les capacités, les envies, les goûts, les intérêts, les projets. L'environnement dans lequel tu vis. L'environnement dans lequel on vit, exactement. Donc, voilà, il y a un vrai problème avec les droits des enfants, et les enfants devraient certes connaître qui sont garantis, ce minimum garanti par la CIDE, mais ils devraient aussi peut-être mieux connaître la Déclaration universelle des droits humains et revendiquer que cette Déclaration universelle des droits humains s'applique à eux également, qu'il n'y a pas de régime d'exception pour les enfants qui les exempte de se revendiquer, qui les empêche de se revendiquer de cette Déclaration universelle des droits humains. Le bien-être, c'est eux qui en sont, ce sont eux qui le définissent. Ça les concerne, ça concerne leur corps. Et on est vraiment dans un paradigme où la sensibilité des enfants et le corps des enfants, en réalité, on s'en fiche. D'ailleurs, la plupart du temps, dans les programmes tels qu'ils sont conçus, même si on fait semblant de réserver une certaine, attention à l'éducation physique et sportive, en réalité, on s'intéresse à leur cerveau. Voilà. Et ça, c'est aussi très, très, très
comment dire, évocateur de la dissociation corps-cerveau qui est propre à notre culture, c'est qu'on ne fait pas le lien que le cerveau, c'est la machine qui traite les données sensorielles qui viennent du corps. Et ça, on l'a complètement oublié. Et du coup, la partie physique et corporelle des enfants, des émotions, alors, je tiens un propos général, c'est-à-dire que je sais bien qu'il y a des enseignants qui sont attentifs à ces aspects-là au sein de certaines écoles ou dans l'école en général. Je sais bien même que ceux qui conçoivent les programmes ou les personnes qui sont formateurs ont vu ces aspects-là, mais ces aspects-là demeurent sur le papier. C'est-à-dire que quand on passe à la phase d'organisation concrète de ce que c'est que l'école, ça passe complètement à la trappe. Donc le corps, ces corps-là, qu'est-ce qu'on fait de ces corps-là d'enfants au sein des écoles où ils sont toute la journée assis, pliés comme ça, qui ne sont pas libres de bouger alors qu'il y a des enfants qui ont besoin de bouger. Je reviens donc pour finir sur les droits des enfants. On aimerait que les enfants connaissent le fait qu'ils ont un droit à l'instruction et non pas qu'ils sont obligés d'aller à l'école. Parce que c'est ce que les enfants pensent. Les enfants pensent qu'ils sont obligés d'aller à l'école. Parce que si on leur disait qu'en réalité, ils ne sont pas obligés d'y aller, mais qu'ils ont droit d'être instruits et que l'État doit mettre en œuvre des conditions pour qu'ils reçoivent une instruction, là, ce serait tout de suite différent. Sauf qu'on n'a pas le luxe, de dire aux enfants « Non, mais tu as le choix ». Ben non, parce que le matin, il faut qu'on se lève pour aller au travail et gagner de l'argent. Parce que notre système, il est fait de telle manière que, en fait, il n'est pas fait pour les enfants. Et finalement, même l'éducation même des enfants est inféodée à notre système économique. Ils sont de la chair à, pas canon, mais de la chair à économie néolibérale. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que Stéphanie et Victorine le partagent également. Il n'y a pas d'éducation authentique en réalité. Non, il y a une fabrication d'un individu qui ira s'insérer dans les rouages d'un système économique. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que les enfants sachent quels sont leurs droits. Et c'est important aussi que les enseignants connaissent, arrêtent d'être schizophrènes en fait. Moi, je les adore, les enseignants. Je veux dire, j'ai des super copains et copines parmi les profs et c'est des gens sensibles, etc., mais qui sont dans des situations dans lesquelles ils sont obligés de se carapacer, parce que c'est tellement violent ce qu'ils subissent eux aussi. Ils sont soumis à une hiérarchie. Thierry Pardo, il en parle très très bien. Ils sont eux aussi soumis à une domination. Ils sont obligés de rendre des comptes, ils sont inspectés, ils ont des programmes qu'ils doivent tenir. Et ils font, finalement, je cite Thierry, ils font beaucoup plus de gestion ou de gestion de ressources humaines, enfin, je sais pas, que d'humains en réalité. Ils se préoccupent beaucoup moins d'éducation, enfin oui, c'est ça, que de gestion quotidienne, parce que faut faire tourner cette espèce de monstre, de machine, cette industrie qu'est l'éducation nationale. Donc on aimerait bien que les profs aussi disent non mais en fait il faut qu'on arrête de dissocier comme ça, de croire qu'on œuvre pour les enfants parce que c'est notre vocation et en même temps de faire ce qu'on fait et qui n'a rien à voir. Il faut faire recoller le projet initial qui est au cœur de tous ceux qui ont un jour dit je serai prof et qui ont eu envie d'être prof et la réalité. Voilà. Et du coup alors c'est très intéressant, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on dit que les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école, mais de fait, comme tu disais, en fait, si, parce que ce n'est pas eux qui décident d'être… Enfin voilà, le matin, on ne leur donne pas le choix d'aller à l'école, etc. Donc, est-ce que vous avez des propositions par rapport à tout ce que vous avez évoqué? Victorine, peut-être, tu avais des choses à ajouter aussi?
Alors, on a effectivement essayé de tirer de tous ces lives intéressants qu'on a menés durant ces 3 week-ends d'Aigle, un certain nombre de propositions, de synthèses qu'on peut lire sur notre livre blanc, si je ne dis pas de bêtises, qui doit être accessible sur notre site. Hein. Oui, Stéphanie opine de la tête, donc c'est bon. On peut ici peut-être vous en citer quelques-unes. Notre livre blanc, en fait, a été découpé en 3 grandes parties. On va dire la première partie, c'était de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, c'était le droit de l'enfant d'une manière générale et pas seulement liée à l'éducation ou à l'instruction. La deuxième partie, c'était l'école, donc cette institution. Donc, et la troisième partie, l'instruction en famille. Donc, pour chacune de ces parties, on a synthétisé un certain nombre de propositions. Je peux en citer quelques-unes. Je ne suis pas certaine qu'on va tout, peut-être avoir le temps de tout expliciter, mais en tout cas, on peut en citer effectivement quelques-unes. Si on se base sur comment dirais-je, la première partie de l'intérêt supérieur de l'enfant, je ne sais pas, à moins que l'une de vous veut s'y coller sur les propositions. Non, tu peux parler, Vic. Il y a juste une chose que je voulais juste préciser à propos de ça, c'est que on avait 3 axes de réflexion. Et selon ces axes de réflexion, en fait, il s'agissait de réformer complètement notre rapport à l'enfant et pas juste l'école ou défendre l'instruction en famille. On s'est rendu compte que, en réalité, s'il y avait une école sympa, vraiment, vraiment sympa, des lieux comme les définissait John Holt, par exemple, on serait content de laisser nos enfants y aller. Et nos enfants, je suis sûre qu'ils adoreraient y aller, mais il n'y a pas ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, c'était un peu cette idée-là. Donc, on n'était pas là pour défendre l'instruction en famille. On était vraiment, notre objectif, c'était de défendre l'intérêt des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a eu le volet droit des enfants, le volet critique de l'école, parce que c'était important, parce qu'il faut arrêter de faire semblant que tout se passe bien, ou alors même de dire, ouais, on sait que c'est pas terrible, mais bon, en attendant, on n'a rien d'autre, alors qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, enfin, voilà, c'était important, et de faire des propositions concrètes, alternatives à l'école, publique, mais école quand même, IEF, voilà, et c'est ce que Victorine va présenter. Donc, pour la partie dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on a identifié quelques points de travail qu'on a mis dans nos propositions. Donc, le premier point, c'est privilégier l'entraide par la création de lieux d'échange, de savoir, tout âge confondu. Je crois que ce n'est pas besoin d'expliciter, hein, c'est mêlons les personnes âgées, les moins âgées, les jeunes, les très jeunes, etc. On a tant de choses à s'apprendre et à s'enseigner les unes les autres. Favoriser la création de communautés parentales type café des enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a un à Paris 19e, le Café Zoïde. Valoriser financièrement et socialement le care. On a conservé l'expression anglaise parce qu'il n'y a pas vraiment d'expression française qui veut vraiment dire en l'état ce que signifie le care. C'est vraiment le prendre soin, mais pas que, ça va bien au-delà. Et donc, dans notre proposition, on dit, voilà, ce sont des métiers, des associations d'aide à la personne, aux parents, au foyer, etc. Et tout un tas d'autres personnes qui pourraient effectivement trouver intérêt à de telles associations. Modifier le fonctionnement des institutions dédiées à l'enfance pour permettre les liens d'attachement pérennes nécessaires à la construction d'un individu attentif à son environnement. On avait également dans les propositions des espaces démocratiques dans les écoles avec, par exemple, les lycées autogérés, les écoles démocratiques, etc. Donc, ces espaces pourraient d'ailleurs se multiplier dans d'autres lieux fréquentés également par des adultes. On revient un petit peu sur les lieux d'échange de savoir tout âge confondu. Et enfin, c'est une proposition personnellement que j'aime beaucoup, changement de l'urbanisme pour que les enfants aient accès à l'espace public. Et on avait cité en exemple la ville de Rennes qui a déjà fait beaucoup sur cet urbanisme pour intégrer l'enfant.
Je continue, vous avez des choses à ajouter sur ce que j'ai dit déjà? Non, je continue. Ouais, je peux juste apporter une petite précision. On avait aussi identifié 3 grandes thématiques en fait qui vont ensemble, qui étaient d'une part changer notre vision, donc justement sur ce que c'est que l'enfant, sur qu'est-ce qu'on oblige au niveau de l'instruction, pourquoi on fait des hiérarchies de filières, etc., etc. Il y avait vraiment de changer de vision et on espère avoir contribué avec nos événements. Et il y avait un volet d'améliorer la formation des professionnels et un autre volet en découlant qui était donc de faire évoluer les pratiques. Et ça, c'était vraiment les 3 grands domaines et je trouve que ça résume de façon assez évidente ce qu'il faut vite faire. Mais c'est chouette que Victorine, tu détailles du coup après, parce que c'est beaucoup plus concret les propositions ensuite. Ouais. Alors, sur la partie de l'école, justement, nous y venons. Pour changer notre vision, l'enfant doit être apprenant. Il apprend tout le temps et il apprend d'abord et surtout en jouant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très concret. Le jeu, il y a des super bouquins qui sont sortis récemment qui mettent en exergue l'importance capitale du jeu dans le développement de l'enfant et donc dans ses apprentissages. Respecter pleinement la jeune personne comme un être de droit à part entière avec ses spécificités physiologiques, on en revient au corps dont parlait Dali tout à l'heure, et non comme un sous-humain en cours de fabrication pour qui il faut tout décider. Donc, on a déjà un petit peu détaillé tout à l'heure et on concluait cette proposition de l'encourager à définir ses besoins et vivre ses choix et non pas à répondre aux injonctions de tous les adultes qui l'entourent. Un autre point important concernant l'école, c'est que l'école n'est pas l'environnement naturel des enfants. La place de ces derniers, c'est au sein de leur famille et à l'intérieur de la société. L'école est un service que l'on peut utiliser ou non. Concevoir une organisation et une gestion des institutions qui soient réellement démocratiques avec une représentativité égale pour tous, enfants inclus. Décoloniser les apprentissages qui sont confisqués par le modèle scolaire, rétablir la confiance et le dialogue entre l'institution et les familles. Je ne vous détaille pas, parce qu'à chaque fois, on détaille. Après, s'il y a des questions particulières, on pourra détailler certains points, mais ça serait un peu long de tout vous citer. Réhabiliter la vraie diversité. Donc, on parle là des enfants, par exemple, issus de l'immigration, porteurs de troubles ou de handicap, issus de coutumes nomades, etc., etc. On a également, on parlait de la formation, donc toute formation, tout chemin professionnel à sa place dans la société est respectable. La société évolue vite, les décideurs des gouvernements ou institutions ont une vision des parcours professionnels systémiques et il est totalement injustifié de maintenir une hiérarchie des filières et des matières. Ça, pour le décrypter en 2 mots, si vous faites des études scientifiques, on va vous considérer là. Si vous voulez être menuisier, vous allez être considéré là. J'extrapole les extrémités, mais en gros, c'est ça. J'étais sur la formation et on avait également une réflexion. Il y a énormément de peurs et de croyances en fait autour de l'école et de l'enfant qui sont difficiles à calmer, à apaiser chez les gens. Elles doivent être reconsidérées dans une réflexion profonde et une autocritique régulière enrichie de regards extérieurs, d'études ou de recherches. Et on citait notamment Juliette Speranza qui l'explique très bien. Encourager enfin un travail introspectif des individus afin de se libérer des mécanismes de rejouement liés à leur souffrance refoulée, dont parle notamment Marc-André Coton, psychohistorien. Donc ça, c'était le volet effectivement sur les 3 axes que tu donnais, Stéphanie, changer notre vision. Après, on avait un volet mieux formé avec sensibilisation aux pédagogies alternatives, aux handicaps intellectuels, aux besoins physiologiques
aux dégâts de la violence éducative ordinaire. Et enfin, l'analyse des pratiques, partage d'expériences et soutien d'un réseau tout au long de sa carrière. Vous imaginez si les profs avaient un véritable réseau de soutien, d'entraide, où ils pourraient se sentir libres de parler de leurs problèmes de la journée, etc. Enfin, ça pourrait vraiment changer tellement de choses. Et donc, le troisième axe, c'était faire évoluer donc, les pratiques avec l'abolition du programme unique pour un apprentissage plus personnalisé selon ses propres compétences et centres d'intérêt, l'abolition des notes et de tout système d'évaluation obligatoire, favorisons le tâtonnement, la recherche, l'erreur, comment dirais-je, ne pas sanctionner l'erreur qui est en elle-même déjà un vecteur d'apprentissage, l'abolition… Abolir les stylos rouges. Ouais, l'abolition du classement par âge, de la séparation par tranche d'âge, ils ont tellement à s'apprendre les uns les autres. Nous, c'est quelque chose dont on a beaucoup été témoins en pratiquant l'IEF, l'instruction en famille. Sortir de l'obligation d'assiduité, donc une fréquentation libre des cours, réorganiser les espaces au sein des bâtiments, de façon à ce qu'ils soient plus respectueux des besoins de l'enfant, et notamment celui de bouger, et enfin diversifier les lieux et les moyens d'accès aux apprentissages, donc les bibliothèques, les médiathèques, des lieux communs, des lieux environnements sensoriels. Qui devraient être ouvertes toute la nuit, les bibliothèques. Combien de fois j'ai eu envie d'aller à une bibliothèque à 3h du matin, moi? Tu as une insomnie et tu peux y aller, quoi. Et j'en viens à quelque chose qu'on a mis, en gros, sur l'aspect IEF. On n'a pas fait tout un tas de points de proposition, mais on a fait une proposition globale, générale, que je vais essayer de vous décrire, à moins que tu veuilles le faire, Stéphanie, parce que tu étais… OK. Donc, qui dit instruction en famille dit contrôle pédagogique. Soit. Il serait alors préférable que ces contrôles, les personnes qui viennent rendre visite aux familles le fassent dans un partenariat et de décider ensemble de la meilleure orientation à donner à l'apprentissage de l'enfant. Les maîtres formateurs continuent à être professeurs des écoles et ont des stagiaires. Ils ont une réflexion sur la façon d'apprendre des enfants, même si c'est dans un cadre scolaire. Si, en tant que société, nous considérons qu'il y a besoin d'un contrôle, très bien. Alors, ce sont eux qui pourraient être le mieux amenés à le faire. Mais conscients du surplus de travail que cela impliquerait, la solution pourrait être de le faire en association avec des parents plus anciens, sortis eux-mêmes de l'obligation scolaire de leurs enfants. En gros, il pourrait y avoir des contrôles effectués en binôme entre les maîtres formateurs issus de l'éducation nationale et des parents qui ont eu la pratique, l'expérience de terrain de l'instruction en famille et qui sont eux-mêmes sortis de cette obligation d'instruction. À terme, on pourrait envisager que ça ne reste plus que les parents qui font les contrôles, donc les parents sortis plus âgés, etc., sous l'égide éventuellement des maîtres formateurs qui connaissent mieux l'éducation nationale. Nous estimons d'une grande importance de sensibiliser et de former services sociaux, juges, inspecteurs à propos des familles monoparentales ayant choisi l'instruction hors école. Ce ne sont pas des familles trop fusionnelles. L'enfant… Oui, Dali. Et les familles où les enfants ont des handicaps, Oui. Notamment je pense aux enfants autistes, mais aussi où des parents ont des handicaps et qui ont des enfants qui sont autistes ou des choses de ce genre-là. Donc, je reprends juste pour que ce soit bien clair. Donc, ce ne sont pas des familles trop fusionnelles. L'enfant n'est pas toujours dans les bras de sa mère jusqu'à un âge avancé, etc., etc. Tous les clichés qu'on peut avoir sur les familles fusionnelles. Tant de croyances amènent à des abus quasi systématiques, ça c'est incroyable, lors de chaque intervention de l'éducation nationale ou de l'enquête de la mairie. Ce point très négatif doit être traité, et j'ajoute, il doit être traité prioritairement. C'est scandaleux, selon moi et selon nous, aux Aigles, que l'on stigmatise ainsi des familles sous prétexte qu'elles ont un mode de fonctionnement qui n'est pas le mode de fonctionnement séparatiste de la société. J'ai glissé le mot. Oui. Oui, et j'aimerais apporter la précision suivante qui est souvent toutes ces mesures de contrôle, et on a montré que
on peut même être prêt à envisager des contrôles, mais bon, voilà, pas dans n'importe quelle condition. Mais on brandit souvent la protection de l'enfant, ce qui est légitime. Mais en fait, moi, ça me fait profondément mal, parce que si on commence à aller sur ce terrain-là de la protection de l'enfance, mais le boulot est tellement colossal quand on entend parler que ce soit les violences infantiles, que ce soit les violences sexuelles, quand on regarde les chiffres, les jeunes qui font des tentatives de suicide, etc. Enfin, la violence subie par les enfants, ça, je pense en France ou dans le monde, de quel modèle on parle, je ne sais pas, mais restons même en France, on connaît les statistiques. Derrière les statistiques, il y a des vraies personnes. Et par exemple, sur le sujet des violences sexuelles, par exemple, je ne sais plus si c'est uniquement l'inceste ou les violences sexuelles, c'est un enfant sur 10. Dans une classe d'enfants, ça représente 3 enfants. Tous les jours, dans toutes les classes. Donc, super. Attaquons-nous à protéger les enfants, faisons évoluer la société, informons les parents aussi, arrêtons de reproduire. Enfin, il y a vraiment un boulot tellement colossal que d'aller dans la petite niche de l'instruction en famille, où il y a quand même, j'en sais rien si les statistiques seraient les mêmes, mais pour beaucoup, il y a quand même un vrai souci du bien-être de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des violences, bien évidemment. Mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, pardonnez-moi l'expression, mais il y a vraiment, pour moi, on ne rigole pas avec ça. Si vraiment le gouvernement veut s'attaquer à ces problèmes-là, mais allez-y, quoi. Mais faites-le vraiment. Et là, il y a aussi cette question de former les juges, la protection, l'aide sociale à l'enfance, etc. C'est vraiment des environnements dans lesquels l'information manque. On manque de perméabilité entre les différents domaines, les différentes personnes qui réfléchissent sur ces questions-là. Et oui, moi qui suis vraiment pas, qui n'ai aucune confiance en nos politiques, le jour où il y en a un qui décide vraiment de mettre les pieds dans le plat, franchement, je tirerai mon chapeau. Mais dans ces cas-là, il faut faire les choses dans le bon ordre, sérieusement et avec un réel souci de trouver des solutions pour que cessent ces violences. Pardon, je suis énervée. C'est un sujet qui justifie ton énervement. Je pense qu'on est tout en colère quand on pense à ça et quand on pense, comme tu disais, aux enfants qu'il y a derrière. Et je te rejoins complètement, quelles que soient les statistiques dans la niche de l'IEF. Je n'exclus pas qu'il y ait des enfants violentés en IEF. La France comporte plus de 60 millions de personnes. Ça représente un certain nombre d'enfants qui chaque jour sont violentés dans leur foyer ou au sein de l'école. Donc si on s'attaque à la racine du mal, ne nous contentons pas d'une niche IEF, quoi. Et moi, je voudrais ajouter que l'école publique n'est pas un sanctuaire. On a souvent entendu ce discours aussi bien au sein comment dire, chez des parents ou au sein de l'éducation nationale. Beaucoup d'enseignants vivent dans cette illusion de la sanctuarité de l'école, où les enfants seraient protégés de toute violence, où leurs droits seraient respectés. Il y a beaucoup de violence à l'école. Il y a de la violence d'abord entre les élèves, mais c'est finalement… D'abord d'un système. Non. Tu me laisses progresser vers du moins pire au pire, s'il te plaît. Oui, c'est mieux dans ce sens-là. Il y a d'abord la violence entre les élèves, ça c'est connu, il y a du harcèlement scolaire, il y a des normes comme ça entre jeunes qui sont souvent des normes violentes.
c'est le reflet finalement d'une société qui est dans son ensemble violente. Il y a la violence qui est infligée par le fait même d'être obligé d'être là alors qu'on n'a pas envie, qu'on en voudrait faire autre chose de son corps, ce corps exubérant, et surtout quand on est adolescent, hein, surtout, mais même quand on est jeune en vrai, enfin tout petit, on a envie de faire autre chose de son corps que d'être assis 8 heures par jour à écouter un professeur en train de dire des choses qui ne nous passionnent pas. Ça peut nous passionner, hein, mais il y en a beaucoup que ça ne passionne pas. Il y en a beaucoup trop que ça ne passionne pas. Enfin, bref. Et enfin, il y a la violence symbolique, mentale, psychologique, en fait, de cette structure même, de ce système, de cet esprit scolaire qui est de vouloir façonner l'enfant sous couvert de le préparer à l'avenir. Quel avenir? Sous couvert de le préparer à s'insérer dans la société. Quelle société? Vraiment, ça n'est jamais interrogé. Jamais, jamais, jamais. Et c'est ce que nous, on interroge. C'est quelle société on veut, dans quelle société on vit. On est content, on a envie de continuer comme ça. Vers où on va? On est content d'aller dans cette direction-là et on a envie de continuer comme ça. Et alors finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas préparer les enfants à en finir avec cette violence qui est, comment dire, qui a conquis absolument tous les territoires et tous les lieux de notre société? On n'est pas du tout à l'abri. Et pour revenir à l'idée de sanctuaire, admettre que cette violence-là, éducative, cette domination éducative, elle est structurelle. Elle a infiltré absolument tous les lieux où on s'occupe d'enfants. Elle n'est pas la prérogative des parents. Elle n'est pas… un enseignant peut être violent. Le système scolaire est en soi violent. Des éducateurs peuvent être violents. Et ce n'est pas parce qu'il est investi d'une mission de former un enfant ou de protéger un enfant qu'il ne l'est pas. Et je ne parle pas simplement ah ben oui, mais ça fait depuis je ne sais pas combien d'années que les tapes avec des règles sur les doigts ont été interdites, qu'on ne met plus de scotch sur la bouche des enfants qui parlent. Ce n'est pas juste ça la violence en fait. On est aujourd'hui, là je reprends un propos de Marc-André Coton, on est aujourd'hui, on avance de plus en plus vers plus de conscience. On prend de plus en plus conscience de tout ce qui ne va pas. On prend conscience des violences qu'on ne voyait pas avant, qu'on n'arrivait pas à identifier, qu'on ne nommait pas, qui n'étaient pas des violences. Et ben aujourd'hui, on les voit pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Parce qu'on discute entre nous, peut-être la révolution numérique est ce qui a permis la création de ces publics, pour reprendre le terme de Dewey, c'est-à-dire ces gens qui ont une communauté d'intérêt, de souffrance et qui peuvent en parler et donc diffuser toutes ces idées-là et permettre d'identifier des violences là où elles n'étaient pas identifiées. Aujourd'hui, dans la loi, la non-violence n'est censée concerner que les parents. On a une loi très jolie voilà, qui nous dit que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, puisque apparemment, selon les uns, mettre une tape sur la couche d'un bébé, notez bien, la tape, elle est sur la couche, elle n'est pas sur les fesses du bébé. C'est pas très grave, mettre une petite gifle, c'est pas très grave, mettre une petite tape, bon. Et surtout, moi, on m'en a mis et j'en suis pas mort. Oui, alors bon, ça c'est encore autre chose, oui. Mais cette violence-là, elle doit être dénoncée aussi chez ceux qui sont investis du rôle de former, d'éduquer. C'est-à-dire qu'une telle loi devrait être renforcée et évidemment, on a sorti toujours une loi de moyens pour la rendre applicable.
cette loi devrait être aussi énoncée en direction des professionnels de l'éducation. D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup parce que je trouve que tout ce que vous avez proposé, c'était vraiment très clair. Et c'était à la fois des réflexions générales et puis aussi des propositions enfin, quand même très concrètes, je trouve. Et puis en plus, d'après ce que j'ai compris dans ce que disait Victorine, c'est vraiment détaillé en fait dans votre livre blanc, donc, qui est accessible sur le site des EGLE, c'est ça que vous dites comme ça. On pourra le mettre peut-être en dessous, je le mettrai en dessous de la vidéo. Pour EGLE, moi je dis. Je mettrai en lien pour que les gens puissent aller voir. Donc, le forum est encore accessible pour les personnes qui voudraient échanger, c'est ça? Et puis, est-ce que vous pourriez donner une ou deux indications sur comment se renseigner sur les actualités parce que, donc, voilà, on ne sait pas encore trop comment va être préservée donc, cette liberté éducative et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau chacun pour la conserver, pour agir dans le sens des propositions que vous avez évoquées? Le chemin législatif n'est pas terminé pour ce projet de loi. Il est passé une première fois à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat. Et ensuite, il me semble qu'il doit repasser à l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, son chemin n'est pas terminé. Donc, on peut continuer à interpeller les membres du Parlement. On peut... si on croit à cette action politique, je pense que c'est ça qu'on peut faire. Rejoindre les associations, se faire entendre, communiquer. Moi, je crois, et regarder les prochaines vidéos des aigles. C'est pas perdu, il faut y aller, bien sûr. Mais moi, personnellement, je crois davantage à la voie juridique et j'attends davantage d'un recours au Conseil constitutionnel, voire à la Cour européenne ou des choses comme ça, plutôt que… Voilà. La peine… Enfin, voilà. On ne perd pas espoir, mais… Les associations, du coup, parce que peut-être mettre les choses dans l'ordre, les associations, évidemment, défendent au niveau des lectures, Assemblée, Sénat et maintenant Assemblée, parce qu'il faut savoir que le Sénat a voté avec énormément d'amendements, etc. Donc, ça doit repasser en lecture complète. Donc, elles sont présentes et si vous êtes sur les Facebook, Instagram, etc., des associations et notamment de la plus grosse qui est Les Enfants d'abord, vous avez régulièrement toutes les informations qui tombent et des points hebdomadaires qui sont faits. Mais elles ont d'ores et déjà fait un appel de fonds pour se constituer un dossier avec des avocats qui planchent dessus. Donc, quelle que soit l'issue, c'est-à-dire que soit effectivement ça s'arrête au niveau de l'Assemblée nationale et le travail ne sera pas vain parce qu'on sait qu'on aura d'autres attaques qui arriveront à un moment ou à un autre, donc ce travail-là il est absolument pas vain, mais si l'Assemblée nationale vote en l'état avec les amendements et derrière ensuite le Sénat revalide, les amendements ne conviennent pas aujourd'hui à l'association et aux différentes familles. Donc, il y aura un recours, ça c'est sûr, c'est engagé, hein, le travail se fait. Donc, il y aura un recours effectivement juridique pour faire entendre nos voix. Et on est nombreux, de plus en plus nombreux. Il faut savoir ce que disait Dali tout à l'heure. Oui, Monsieur Macron, vous avez, malgré vous, fait de la publicité à l'instruction en famille parce que le nombre d'adhésions a été démultiplié depuis l'annonce du mois d'octobre. Donc, nous vous en remercions grandement pour cette partie-là. Un peu moins sur l'autre aspect, mais voilà. Oui, il y a de plus en plus de parents qui veulent faire l'instruction en famille et c'est assez terrible parce qu'ils reçoivent des refus d'instruction en famille tout à fait illégaux. Alors là, tous les coups bas sont permis. C'est vraiment terrible. Et tout à l'heure, Emeline, tu as évoqué la question d'une personne qui se demandait si elle pourrait faire l'instruction en famille. Parce qu'elle a fait des choix de vie particuliers, voilà. Et donc oui, elle a le droit, c'est pas interdit, la loi elle n'est pas passée, c'est un droit qui n'est pas soumis à autorisation, qui est déclaratif. Hein, donc c'est-à-dire qu'on est tenu simplement par la loi d'informer la mairie et l'inspection académique de notre lieu de résidence. Que nous donnerons l'instruction à notre enfant en famille.
Par contre, je mentirais si je ne disais pas qu'effectivement, les profils un petit peu atypiques, voilà, ils ont tendance à s'en servir pour à brandir l'intérêt supérieur de l'enfant, qui serait de vivre dans une structure sociale parfaitement normée, voilà, pavillon, papa, maman, couple hétérosexuel, un chien, un chat, enfin je sais pas moi, voilà. Non, la vie c'est pas ça. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles homoparentales, il y a des gens qui vivent en appartement, il y a des gens qui vivent en pavillon, il y a des gens qui vivent en caravane et ils sont normaux et ils ont le droit. Il y a des gens qui sont autistes, il y a des gens qui sont sourds, aveugles, il y a des gens qui ont différents handicaps, mais qui sont des gens qui ont aussi, comment dire, un libre arbitre, un jugement parfaitement efficace et compétent et qui ont parfaitement le droit de faire ses choix de vie. Dans cette loi et même dans la manière dont fonctionnent et les services sociaux et de plus en plus l'éducation nationale et les inspecteurs, on sent vraiment une stigmatisation des gens qui ont choisi de vivre différemment. Voilà. Et même si la cible au départ, excuse-moi Victorine, était les familles musulmanes, petit à petit, on commence à voir que ce qui pose problème, ce n'est pas simplement les familles musulmanes, c'est toutes les personnes qui ont fait des choix de vie qui sont en contestation d'une société, comment dire, moi c'est ma lecture, qui est complètement inféodée aux intérêts privés économiques du système néolibéral. Voilà. Il y a des gens qui refusent ça et ces gens-là sont traqués. Je voudrais juste apporter une précision sur le fait que les nouvelles familles qui déclarent leur instruction, on leur met des bâtons dans les roues. Il peut y avoir aussi une raison assez simple, c'est que parmi les amendements déposés, il est question pour les familles qui ont déjà eu un contrôle favorable de pouvoir continuer à pratiquer l'instruction jusqu'en, je crois, septembre 2022, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pourquoi il dissuade toutes les nouvelles familles, parce que si celles-ci, en cours d'année, ont un contrôle favorable, elles vont être amenées à pouvoir continuer l'instruction encore au moins 2 ans, ce qui, vous pensez bien, est le comble. Donc, je pense qu'il joue beaucoup là-dessus aussi. Et c'était un moyen pour eux de nous faire taire, de dire non, mais vous, tout va bien, vous allez pouvoir continuer jusqu'en 2022-2023, il n'y a pas de souci. C'était la carotte, quoi. Hein, c'était pour nous faire taire. Eh bien non, nous ne nous tairons pas et ça ne nous convient pas. Et pour répondre à cette personne qui pose la question, se rapprocher des associations. Voilà. Oui. On a des services juridiques, on est là pour soutenir les familles dans leurs échanges avec l'administration. C'est important, parce qu'il y a beaucoup dans les commentaires, il y a beaucoup de peur, en fait, de gens qui veulent se lancer ou simplement, oui, qui ont peur du contexte législatif et puis parce qu'on commence par un bout et on ne sait pas trop où ça peut nous emmener aussi. Donc, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez déjà prévu une date pour les prochains États généraux? Je sais pas. Alors moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les États généraux n'ont jamais arrêté. On est toujours là, on est toujours ouvert. La réflexion se poursuit. On a quand même on a un projet de création d'un organisme indépendant. On ne l'a pas beaucoup évoqué avec Victorine tout à l'heure quand elle a fait la liste d'organismes d'indépendants qui seraient là un petit peu pour arbitrer, pour garantir que aussi bien les usagers du système éducatif que les acteurs du système éducatif ont de bonnes pratiques, voilà, peut-être pour un petit peu organiser tout ce cadre que nous avons proposé. On aimerait vraiment travailler sur ce projet-là. Et puis, il y a le forum, il faudrait qu'on arrive à le faire vivre davantage. Et puis, nous allons commencer une nouvelle série de
live que nous avons intitulé Hors cadre. La première devait avoir lieu ce dimanche, mais voilà, un concours de circonstances a fait que nous avons dû le reporter. Et donc, pour le prochain live, le premier numéro de cette série Hors cadre, nous allons réfléchir sur le séparatisme en éducation. Tout à l'heure, Victorine a lâché le mot. Comment dire, le gouvernement accuse les parents instructeurs qui font l'instruction en famille, qui pratiquent l'instruction en famille, d'être séparatistes, ou en tout cas pour certains d'entre eux. Et nous, on voudrait juste faire une petite mise au point de langage sur ce que c'est que le séparatisme en éducation. Voilà. Et dire qui est le plus séparatiste finalement. C'est ça. Super, merci beaucoup à toutes les trois. Et puis, on vous suivra du coup sur vos différents réseaux et sites. Merci page Facebook. Merci, Emeline. Au revoir à tout le monde.